Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous revoir pour la reprise des mardis du CEREAP, avec comme invité ce soir Valérie John, dans le cadre de ce cycle de conférences intitulé « Rencontre avec une artiste ». Précédemment, vous vous souvenez, il y a eu Julie Bessard, Ricardo Osier-Lafontaine. Il y a eu aussi trois artistes autour de la thématique de l'écologie qui étaient Annabelle Guérédra, Henri Tolliot et, j'oublie le troisième artiste, Jean-Marc Bullet, merci. Et puis, précédemment encore, il y avait eu Bruno Pédurand. Voilà, donc là, j'ai sollicité Valérie. Je fais mon possible pour tenter de respecter la parité, mais à un moment donné, ça sera plus possible. Donc, il ne faudra pas m'en vouloir. Souvenez-vous juste que, pour commencer, j'ai tenté et réussi à le faire, mais voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à maintenir cette parité-là. Donc, je remercie beaucoup Valérie d'avoir accepté de participer à cet entretien. Le principe, vous le connaissez, je vais lui poser un certain nombre de questions. Elle a préparé en amont des dossiers avec des séries d'images qu'elle va nous passer au fur et à mesure. Et puis, à l'issue de cet entretien, la discussion se poursuivra avec vous, dans le public. Et puis, la soirée s'achèvera pour 20h environ, après donc cet échange avec vous. Alors, vous qui êtes là, évidemment, je suis tenté de vous dire que vous connaissez bien Valérie et qu'il est inutile de la présenter. Mais, quand même, compte tenu du fait qu'il y a une captation de cette soirée et que le public, les personnes qui regarderont cette captation ne connaissent pas forcément Valérie, je vais succinctement la présenter, sachant que nous allons la découvrir de manière bien plus aboutie au fur et à mesure de la discussion que nous allons avoir. Alors, tout ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que Valérie John a eu une actualité récemment, puisque en 2022, elle a participé à la 14e Biennale de Dakar. On va y revenir tout à l'heure. Et que sa formation est une formation universitaire, puisqu'elle est partie à Paris pour faire des études à l'UFR d'art plastique de la Sorbonne. D'ailleurs, étant un peu plus vieux que toi, on ne s'est pas croisés, mais c'est là aussi où j'ai fait mes études. Et qu'à l'issue de cette étude, alors on parlera du Sénégal, bien sûr, dans un instant, et puis ensuite elle est revenue en Martinique. Elle développe un travail artistique qui combine à la fois des réalisations bidimensionnelles, mais également tridimensionnelles et des installations, mais ça aussi, nous allons en parler. Elle a été un temps la directrice du campus caribéen des arts, et puis maintenant, elle enseigne au lycée Victor Anisset, principalement dans le cadre du DNMAD. Alors, je ne sais plus si tu es dans le DNMAD design ou graphisme, les deux, voilà. Et soit dit en passant, ce qui se fait au lycée Victor Anisset est absolument passionnant, avec des enseignants vraiment extrêmement motivés et compétents. Et voilà, les étudiants qui sortent de ce DNMAD ont de nombreuses compétences et de nombreuses cordes à leur arc, comme on dit. Voilà, donc je ne vais pas poursuivre plus avant cette présentation de Valérie, et je vais maintenant m'asseoir pour lui poser donc quelques questions. Alors, la première question, en fait, concerne le parcours que tu as suivi.
à commencer par les études que tu as faites à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans cette faculté qui était faculté d'art plastique. Et donc tu as suivi le parcours classique, c'est-à-dire DUG, licence et maîtrise, et ensuite DEA. Donc en plus tu as suivi ce parcours en art plastique, tout en art plastique. Je précise cela parce que à partir de la licence, il y avait possibilité de s'orienter sur l'esthétique ou sur le cinéma ou les arts plastiques. Voilà. Alors, voici ma première question. Compte tenu du fait que tu as fait un master et ensuite un DEA d'art plastique, par définition, j'imagine que ton master et ton DEA portaient sur ta propre pratique. Voilà. Donc, quelle était cette pratique à l'époque ? Alors, c'est vrai que quand j'ai démarré à la Sorbonne, quittant le lycée de Trinité, à l'époque, il n'y avait pas d'option en plastique. Donc, c'était très compliqué de se dire qu'on allait faire des études en art. Et donc, j'arrive à la Sorbonne, mais je savais que je voulais faire de la théorie et de la pratique. Donc, le choix de l'université était au départ vraiment avéré. C'est pas un choix par défaut. Je voulais vraiment aller à l'université. Et donc, en même temps, pour les parents, dire la Sorbonne, c'était déjà accepter de faire des études en art. C'est surtout ça. C'était l'arbre qui cachait la forêt, en fin de compte, la Sorbonne. Donc, vouloir faire un travail qui questionne déjà mon identité, déjà trouver une pratique qui serait mienne, c'est surtout ça. Mais quand j'arrive à la Sorbonne, j'ai la chance de tomber, puisque quand on choisit, on ne connaît pas les gens souvent. Et je dirais que je ne connaissais personne. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui se sont avérés très, très importants sur mon parcours. Des gens comme Journiac, des gens comme Clancy, des gens, voilà, Molnar, Costine Mérianu, Eliane Chiron, voilà. Et je les avais coatés parce que les intitulés de cours m'intéressaient, mais je ne savais pas véritablement qui ils étaient. Et c'est vraiment quand j'arrive à la Sorbonne que je réalise que l'art contemporain vise à parler de gens qui vivent, ne sont pas morts, ils font l'histoire de l'art, mais ils sont vivants, quoi. Et je réalise que, voilà. Et c'est de Paris que je me pose la question, et c'est Michel Journiac qui me la pose. Et aux Antilles, que se passe-t-il? Et en Martinique, que se passe-t-il? Est-ce que tu ne devrais pas t'intéresser à ce qui se fait chez toi aussi? Et donc, je commence à remonter, faire le chemin en sens inverse et à m'intéresser aussi aux pratiques de mon lieu. Et je réalise qu'il y a une histoire de l'art. Et là, pour le premier travail de maîtrise que je vais faire, c'est vraiment un travail plus anthropologique que plastique, même s'il s'avère de proposer un travail de dessin et de photographie autour d'un objet. Alors, je voulais m'intéresser à la pratique de mon lieu, mais je voulais aussi partir en voyage. Et le prétexte a été cet objet-là, le pagne. Voilà. Et c'est le premier travail de maîtrise que je fais. Le pagne signé symbole. Je savais que je ne voulais pas travailler ni sur Kandinsky, ni sur Paul Klee ou quelque chose comme ça. Donc, je voulais un objet qui me permette d'interroger ces pratiques qui n'ont pas de figuration, entre guillemets. Et parce que la figuration me posait, pas problème, mais je me questionnais sur les représentations qu'il y avait à l'époque sur mon île. Et la question, c'était comment on représente et qui représente qui. C'était la question qui me taraudait. À l'époque, j'avais 17 ans. Quand j'arrive à la Sorbonne, j'ai 17 ans. Donc, voilà, on se questionne, mais sans aller plus en avant. Et on est là pour approfondir, en fin de compte. Donc,
En première année, je me construis. En deuxième année, bon, voilà, c'est les troncs communs. Ce sont les apprentissages, les ateliers. Je côtoie plusieurs ateliers, l'atelier de sculpture, l'atelier de costine autour justement des installations musicales. Je travaille aussi sur la question du corps. Je travaille sur tout ce qui est scénographie. Je fais aussi tout ce qui est matériologie en sculpture. C'était vraiment ce qui m'intéressait. C'était la matière. Donc, voilà, les cours de dessin, etc. Voilà, les premières, deuxième année. Et puis, effectivement, il faut trouver un sujet de maîtrise. Et donc, je vais choisir d'écrire sur ce travail autour du pagne. Et donc, dès la maîtrise, je vais partir en résidence à Gorée, à l'Université des Mutants. J'étais censée rester 3 mois. Je suis restée 9 mois. Et ça me permettait de faire le va-et-vient entre l'Université des Mutants et l'IFAN, où je pouvais vraiment découvrir, décortiquer, déconstruire, comprendre la symbolique de ce pagne bogolan. Et c'est comme ça que j'écris mon premier mémoire de maîtrise, avec un travail autour de la manière qu'ont les gens, et surtout les hommes, de nouer ce pagne-là. Et ça va me faire travailler la photographie et en même temps une forme de sculpture. Voilà. Donc c'est le premier travail de maîtrise. Voilà. La suite, je m'arrête en maîtrise et je décide que je n'ai pas véritablement encore trouvé mon sujet. Et je veux un petit peu irriter mon prof, qui était Eliane. Et je lui dis non, il me faut partir, j'ai besoin de retourner en Afrique. Et je ne sais pas quand je vais revenir. Je vais m'inscrire, c'est sûr. Je m'inscris en DEA. Mais je n'ai pas vraiment de sujet. Donc, il me faut partir, me questionner. Et je lui dis que je vais rester 1 an. Je reste 4 ans. Après ces 4 ans, je reviens en Martinique. Je ne repasse pas par la Sorbonne. Et je retourne à la Sorbonne via la Martinique autour des années 2000. Et heureusement qu'Eliane a accepté de continuer à travailler avec moi. Et donc, c'était elle, mon directeur de recherche. Et à ce moment-là, le sujet de mon mémoire, c'était errance du lieu, dépaysement et rapiècement. Et à ce moment, j'ai eu le temps de construire une pratique et d'être pour moi en mesure de pouvoir à la fois questionner mon lieu, questionner un territoire, mais surtout, ce qui me semble le plus important, c'est le territoire que je me suis donné, qui est celui de la pratique. Et c'est à partir de ce moment que je vais nommer mon espace, mon territoire, atelier-œuvre. Et c'est ce lieu que je vous montre et qui évolue au jour. Donc là, c'est un temps T de l'atelier. C'est un temps T de l'atelier qui... Alors, c'est un atelier qui se fait en 2 parties. Donc, dans le premier espace de cet atelier, vous avez la table, une grande table que j'appelle le métier à tisser. Et puis, vous avez un deuxième espace où les objets, je dirais, s'instaurent, s'installent, se consument, s'expriment, expirent, voilà. Et je dirais qu'en ce moment, même si je l'ai vidé, il est plein du sol au plafond, mais vraiment du sol au plafond, parce qu'il y a toute la série Tisser le monde qui est là, dans l'atelier, donc qui vient... et puis il y a les pièces qui se sont faites. Je pense que l'atelier-là, il a été photographié parce qu'il avait été vidé. Et donc ça fait peut-être 4, je sais pas... Voilà. Donc, mais c'est un lieu très important pour moi, parce qu'en même temps, c'est un marqueur du temps. Et plus en amont, nous allons parler du travail lui-même. Mais déjà, je peux vous dire que là, pour moi, c'est l'œuvre. C'est-à-dire que l'atelier et l'œuvre sont intrinsèquement liés. Et c'est cet atelier qui va véritablement dater. C'est-à-dire, le premier objet qui est sorti et que j'ai donné à voir, que j'ai extirpé de ce lieu et que j'ai donné à voir, et ça va dater tout le travail. Il va être daté de 1998. C'est la première installation qui quitte l'atelier et qui va être installée pour la première fois. C'était à Barbade.
Et donc, elle faisait 5 mètres, ouais, à peu près 5 mètres sur 2,50 mètres. Et c'est vraiment une pièce qui, pour moi, c'est une des pièces majeures de mon travail, pour moi. C'est la pièce dans laquelle j'ai inscrit, je dirais, tout ce qui fait le travail. C'est-à-dire toute la méthodologie que j'ai mis en place. Et c'est la première fois que dans ce travail que j'avais commencé, je sentais que je pouvais commencer à écrire, à parler du travail. Donc, il m'a fallu, je vous dis qu'à ce moment, j'accepte de revenir à la Sorbonne dans les années 2000. Le travail commence véritablement, même s'il a commencé avant, mais ce temps, ce marqueur du temps, 1998, c'est vraiment, je commence à donner à voir ça à des gens qui sont du milieu et qui vraiment commencent à me faire sentir qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et moi-même, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et que je peux dire que je m'inscris dans une pratique qui me ressemble, qui va parler de ce que je suis, tout en interrogeant mon premier espace, mon premier cercle, qui est vraiment celui de la Martinique, mais en même temps, tous les autres cercles qui vont rentrer dans ce lieu-là par effraction, puisque je collecte, je collecte des choses, et au travers de cette collecte, des morceaux, des parties du monde rentrent dans l'atelier, et voilà. Donc, tout ce temps-là que j'ai passé à Dakar, avant de revenir en Martinique, va me permettre de construire, de me construire, de déconstruire et de provoquer cette pratique-là. Et je ne commence à travailler véritablement quand je rentre en Martinique. Tout le temps que j'étais à Dakar, j'ai appris, j'ai regardé, j'ai interrogé, j'ai collecté des savoir-faire. J'ai continué à explorer l'objet qui avait été mon sujet d'étude, de maîtrise. Et j'ai surtout trouvé des gens qui étaient dans des pratiques très particulières. La rencontre, par exemple, avec quelqu'un comme Issa Samb, qui va être l'un des membres fondateurs du groupe Agita, et qui avait une manière de travailler très, je dirais, provocatrice. C'est-à-dire que c'est un peu quelqu'un qui fonctionnait comme Joseph Beuys, c'est-à-dire que sa vie et son œuvre sont liées. Et il m'a appris à sortir de ces académismes, de ces académismes, et ce travail un peu, je vais employer un grand mot, très scolaire, dans lequel j'étais un peu figée. C'est-à-dire que l'université, ça peut te rendre aussi très figé si on ne fait pas attention. Même si j'avais eu des gens qui étaient eux-mêmes pas du tout, quand vous avez quelqu'un comme Journia qui n'est pas du tout figé, au contraire, quand vous avez des gens comme Sag et Palmier qui vous permettent de questionner les choses, ce ne sont pas des gens qui travaillent autour de la performance, ce ne sont pas des gens que... Ah, mais vous, c'est-à-dire c'est pas parce que vous côtoyez des gens qui remettent les choses en question que vous-même vous êtes en mesure de remettre les choses en question. Donc, si je décide de dire je veux devenir une artiste, il faut que je fasse mon propre chemin. Et c'est cette itinérance-là que j'ai décidé de faire en quittant la Sorbonne à la maîtrise pour aller vers Dakar et vraiment commencer à déconstruire, à enlever les premiers oripeaux. Alors, précisément, donc ce séjour assez long à Dakar, tu disais à l'instant que ce n'est pas au cours de ce séjour que tu as produit des choses, mais tu t'es imprégné d'un certain nombre d'éléments et d'aspects. Concrètement, tu as pris des notes, tu as pris des photos, tu as fait des croquis. Je suis allée travailler physiquement avec un certain nombre de personnes. Par exemple, je suis allée chez les teinturières, Sarah Collet. Je suis descendue jusqu'en Gambie pour apprendre des techniques, c'est-à-dire la technique de cette matière que je vais utiliser, qui est l'indigo, c'est-à-dire regarder comment les gens la fabriquent, comment les gens l'utilisent. Monter en Mauritanie, regarder travailler avec les femmes mauritaniennes qui travaillent la peinture sur les murs des maisons, c'est-à-dire comment elles utilisent cette colle arabique, elles la mélangent à des pigments. C'est-à-dire apprendre des techniques et apprendre une pratique faite de moyens très simples.
C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de technologie surprenante pour pouvoir dire les choses et s'imposer au monde. C'est-à-dire, là, je vais apprendre ça. C'est-à-dire, je vais apprendre à devenir presque par rapport à la pratique, une forme d'ascétisme de la pratique. Et je vais poser la question aussi du matériau, poser la question des choses qui vont rentrer dans cet atelier œuvre, même si je ne sais pas comment il va se mettre en place, puisque je vais le mettre en place vraiment quand je rentre en Martinique. Mais en tout cas, ça chemine, ça me construit, ça me taraude. J'écris des choses, oui, effectivement, que je vais remettre au moment de mon DEA. Ça sera toute une partie du travail. Mais c'est vraiment des questions d'apprentissage et des rapports humains. C'est-à-dire que je vais faire du théâtre, je vais jouer dans les Pléianoves, je vais travailler, faire de la performance avec tout ce groupe-là. Ils avaient des rituels où chaque année, les plasticiens devenaient acteurs et les acteurs devenaient plasticiens. Et ils écrivaient un long texte qu'on appelait « Chercher punaise ». Et chercher punaise, c'était interroger le quotidien, interroger les problèmes qu'il y avait à Dakar et en Afrique en particulier. Et donc, et ils ont une manière à eux de construire les choses. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas non plus dans une reproduction, entre guillemets, d'une pratique dite occidentale, mais ils essayaient d'avoir une pratique qui était à la fois un questionnement sur toute la culture et la symbolique qui était la leur, puisque, bon, l'Africain, c'est qu'il est africain, il a été, entre guillemets, à sa naissance, introduit dans ses différents rituels. S'il est Peul, il a son rituel Peul. S'il est Wolof, il a son rituel. S'il est voilà. Donc, il sait ce qu'il a. Il a tout ça. Et puis, là aussi, pour beaucoup d'artistes, ils ont fait les écoles des Beaux-Arts. Mais ils trouvent une manière, comme une forme de syncrétisme, pour trouver une pratique qui leur permette de dire ce qu'ils sont, tout en étant en contact avec ce qui se fait dans le monde. Donc j'observe ça, et en même temps, je m'interroge sur ce qui se fait aux Antilles. Donc je regarde ce qui se passe, j'essaye de mieux connaître l'histoire de l'art du lieu, les différents groupes, je regarde le travail des artistes, puisque c'était la question que m'avait posée Monsieur Journiac. Et je continue à essayer de me nourrir de cet entre-deux-là. Donc, ce qui est important, c'est que je suis certaine, quand je suis en Afrique, que je ne suis pas africaine. Et donc, si je ne suis pas africaine, je suis sûrement martiniquaise. Et donc, le chemin à faire est sûrement de revenir en Martinique. Et c'était pour moi presque une évidence que le travail démarrait quand je foulerais le sol de la Martinique. Je ne savais pas quand. Et je ne savais pas si j'allais venir définitivement en Martinique. Mais je reviens en Martinique bizarrement à la naissance de ma fille. J'éprouve un besoin irrépressible de venir en Martinique. Je n'y étais pas venue pendant quelques années. Ma fille est née en 87. Elle est née en 87. Donc je reviens pour la montrer à sa famille, entre guillemets, puisqu'on l'avait présentée à sa famille à Dakar. On l'avait même introduite de manière très ritualisée, puisque c'est une famille qui a un rituel très fort. Et je voulais qu'elle aille jusqu'au bout du rituel, mais je voulais aussi qu'elle éprouve la Martinique. Elle était des deux rives, et je voulais qu'elle ait cette connaissance des deux rives. Alors, pour le public, tu as juste sauté une étape. C'est l'étape, donc, puisque tu viens de parler de ta fille et d'une famille en Afrique, donc tu as omis de parler de ça peut-être. Oui, c'est vrai que je n'ai pas fait que rester simplement en Afrique. Je dirais que j'ai épousé l'Afrique, puisque j'ai épousé un Sénégalais, un Sénégambien. Et c'est vrai que ne pas venir en Afrique en touriste, c'était important parce que ça m'a permis d'entrer dans certains milieux que je n'aurais sûrement pas pu connaître. Puisque là, je ne venais pas en tant que Martiniquaise simplement, je venais parce que j'étais membre d'une famille. Et je suis dans cette famille la seule qui porte le nom, puisqu'en général, quand on épouse quelqu'un, on garde son nom au Sénégal. Et moi, bon, française à l'époque, je n'ai même pas réfléchi, j'ai pris le nom de mon époux. Et prendre le nom, c'était aussi rentrer complètement dans la famille.
Donc, comprendre aussi ce qui faisait les forces et les forces et les faiblesses de cette famille, mais surtout un certain nombre de symboles et un certain nombre de rituels qui vont être très importants pour moi. Parce que ça va me permettre, par exemple, d'entrer chez certaines familles de Saracolé, chez lesquelles je ne serais sûrement pas rentrée, et on ne m'aurait pas fait franchir la deuxième porte. Donc c'est important, on peut vous montrer les choses, hein, mais à montrer les choses, et puis à vous faire rentrer en profondeur, et vous faire rentrer dans le deuxième espace, qui est l'espace plus intime. Et ça, j'ai eu cette chance-là. Et ça m'a permis vraiment de prendre dans ce passage-là ce qui, pour moi, va rentrer dans ce qui fait ma fabrique à moi. C'est-à-dire que ma fabrique à moi, elle va devenir polysémique, du coup. Je vais à la fois avoir ce que j'ai appris de la Sorbonne, ça c'est clair, mais je vais aussi apprendre de cet espace-là, de ce lieu-là. Et je dirais de ce grand espace qui est celui du Tékrou, puisque la famille dans laquelle je suis est une famille qui se trouve sur plusieurs rives. Elle se trouve à la fois au Sénégal, mais elle se trouve à la fois en Gambie, elle se trouve en Mauritanie et on en trouve jusqu'en Guinée. Donc ça me permet de rentrer dans le Tékrou, de rentrer dans ce grand espace-là, qui est l'espace originel, puisque maintenant ça a été divisé en pays. Il y a le Sénégal, la Gambie, le Mali, c'est la colonisation qui a voulu ça. Mais vous rentrez, les familles restent ce qu'elles sont. Donc quand je vais, par exemple, en Gambie et que je traverse le Sénégal et que je passe dans cette partie-là, la partie ouest du Sénégal, et que je descends chez les Saracolé et que je donne mon don, tout de suite on sait qui je suis. On ne va pas voir que je ne suis pas. Quand j'ouvre la bouche, on sait. Mais quand on me présente, et c'est pas moi qui me présente, c'est la personne qui m'accompagne, il va dire son nom, il va dire surtout de quelle famille je suis, avec qui je suis mariée et quel est mon beau-père, etc. Et tout de suite, on va vous faire le rituel de l'eau, du lavage du pied, et on vous fait rentrer. Et à ce moment, je peux commencer à rentrer, à aller voir les choses. Et ça a été important. Voilà. C'est un passage important, effectivement, qu'il ne fallait pas oublier. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais ça va être aussi autre chose après quand je vais rentrer en Martinique. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, venons-en voilà. à ce moment où tu rentres en Martinique. Avant le DEA, après le DEA, à quel moment tu considères que tu rentres, en fait? Je rentre avant le DEA, parce que je rentre définitivement, je dirais que je sais que je suis revenue définitivement en Martinique, vraiment, parce que jusqu'à 1995, je pense que j'étais dans l'entre-deux. Je ne savais pas si j'allais rester en Martinique. L'idée était que je reparte à Dakar. Voilà. Et puis, il se passe un événement encore, qui est celui du décès de mon époux, en 95. Et en 95, je vais donc décider de ne pas retourner au Sénégal et de rester en Martinique définitivement. Et je dirais que le 95 va être important parce que c'est comme si j'ai eu besoin de vomir tout ce que j'avais appris de Dakar, et l'atelier commence à se mettre vraiment en place en 95. C'est-à-dire comme si de cette espèce je dirais, d'électrochoc qui est la mort, j'éprouve le besoin de construire une espèce de territoire qui est le mien, et ça va être l'atelier. C'est-à-dire que je mets en place vraiment le travail. Tu viens d'utiliser un mot très fort, hein, vomir. Pourquoi tu utilises ce mot? Alors, vomir, parce que je pense que le corps, les gens ont chacun leur manière de faire le deuil, entre guillemets. Et je n'ai pas été autorisée, je n'ai pas pu quitter la Martinique à ce moment-là. Et je suis restée bien 1 an en Martinique avant de retourner à Dakar. Et donc, je n'ai pas vécu physiquement la mort de mon époux, puisqu'il était était à Dakar à ce moment-là. Et donc, l'atelier a été, pour moi, une espèce d'exutoire. C'est-à-dire que je sentais qu'il fallait que les choses sortent par tous les pores de mon corps. Et donc, il fallait que je trouve un lieu, que je mette en place cet atelier, que j'avais un espace qui était là, je l'ai transformé, j'avais un besoin irrépressible
c'est pour ça que le mot vomir, voilà, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte et il a bien fallu 3 ans pour que je me dise, voilà, là maintenant les choses sont en place. Et c'est pour ça qu'il y a 2 choses. Je parlais mais de choc. C'est pour ça que j'ai une pièce qui s'appelle Choc. Et c'est des chocs successifs. La rencontre avec Dakar, c'est un choc. Vivre à Dakar est un choc. Revenir en Martinique a été un choc. Rester en Martinique, prendre la décision de rester, ça a été un choc. Et c'est à l'issue de ce choc-là. Et donc le travail va commencer, mais 1000 questions vont arriver. Je vais commencer à travailler avec quoi? Comment? Donc je commence à faire de la collecte. Je sais que je vais travailler avec du papier. J'ai besoin de toucher des objets qui ont de l'histoire, de la mémoire. Je sais que je ne veux pas peindre. Je sais que je ne veux pas travailler avec de la toile tendue, des châssis. Donc je vais commencer à fabriquer du papier avec de la banane, des plantes. Je vais mettre voilà, au tout début, je vais commencer comme ça. Le pigment est arrivé très vite puisque j'avais ramené de Dakar des pigments. Ensuite, je sens que c'est pas ça que je veux. Je veux parler de travailler sur la mémoire, travailler sur la trace, trouver une écriture. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui rentrent comme ça. Est-ce qu'éventuellement tu as des images à nous montrer en même temps? On va démarrer quelque chose. Alors bon, effectivement, il y a ce travail-là, mais il est plus récent. Il y a celui-là. Alors, il est vraiment plus récent. C'est à la fois. Alors, il est intéressant ce travail-là parce que il y a à la fois quelque chose qui explique un peu la temporalité du travail. Il y a des objets qui sont posés sur un fond, qui est un récent travail qui s'appelle Tisser le monde. Mais les objets. Ah oui, excuse-moi, j'ai pas fait un écran. Voilà. Et ce qui est important là, c'est toute cette espèce de ces espèces de petits objets qui arrivent dessus et qui sont accrochés avec cette espèce d'accroche en aluminium. Et ce sont des petits palimpsestes qui sont des tissages de papier. Et ce travail-là, pourquoi il est intéressant? Parce qu'en fin de compte, c'est presque une vue de l'atelier, si tu veux. C'est-à-dire que il y a cette espèce de tisser le monde qui vient construire le territoire de cette installation. Et puis dessus sont accrochés plus de 165 petits objets qui sont eux-mêmes des petits objets tissés, pliés, gravés, avec dessus des écritures qui sont des traces. Je vais proposer autre chose qui sera peut-être plus visible. Là aussi, c'est un peu la même idée. Et dans cet objet-là, vous avez en plus l'ajout de ces sculptures, parce que quelque chose de très important que je n'ai pas encore dit, c'est que je continue à travailler avec des artisans sénégalais. Donc, toutes ces personnes avec lesquelles que j'avais rencontrées à Dakar, ils font partie de mon atelier. C'est-à-dire que quand j'envisage une pièce ou à certains moments, je les convoque, entre guillemets, et je leur demande de me produire un certain nombre d'objets avec lesquels, par exemple, là, ce sont à la fois des guerriers et c'est des pagayeurs. Et je lui dis de me faire une espèce de sculpture hybride qui va venir et qu'on va retrouver dans pas mal de pièces. Excuse-moi, mais on anticipe un petit peu sur ce qu'on, je vais chercher les pièces. Ce que j'avais prévu de te demander après, mais néanmoins, puisque tu évoques, en fait, aujourd'hui, hier, lorsque tu réalisais une installation, tu les interrogeais, tu les questionnais pour qu'ils t'apportent une aide ou du matériel ou Toujours. Toujours. C'est-à-dire que, alors, déjà, il y a toujours ceux avec qui je travaille et avec qui tous ceux qui sont les teinturiers et ceux qui font ce fameux pigment indigo avec lesquels je travaille, puisque c'est un matériau qui s'use et donc il me faut, même quand je ne vais pas au Sénégal, j'ai quand même besoin de la matière. Et puis il y a aussi tous ces objets auxquels je pense et avec lesquels, oui, ils sont toujours présents. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été présents dans cet atelier-là, toujours.
Et puis, il y a cette collecte que je fais de pagnes très anciens. Et donc, les gens savent que je collecte des pagnes anciens qui ont été utilisés, portés, parce que je n'achète pas de pagnes. Et les gens me gardent les objets. Donc, quand il y a une possibilité, je reçois ces objets-là et je les garde. Et je les ai gardés très longtemps. Les pagnes, je les ai utilisées il y a peut-être 5 ans, les pagnes anciens. Et j'ai toute une série que j'ai commencé avec ces objets-là. Mais pendant longtemps, je n'ai pas souhaité utiliser le panier. Je tissais, mais c'était vraiment avec ce papier recyclé, ce papier de vos administrations, ce papier que me donnent les gens, des livres anciens. Donc d'abord, je collectionne. D'abord, je récupère. D'abord, je collectionne. Et tout ça rentre dans le premier espace de l'atelier, sous le métier à tisser. Alors, si tu veux bien, on va maintenant essayer de rentrer dans le processus de création. On va essayer. Si j'arrive voilà. Alors, peut-être pour synthétiser, je dirais que ton travail se caractérise par 2 orientations. Une première orientation que j'appellerais un travail bidimensionnel biface. Oui. Et puis une autre orientation qui est l'installation, le volume. Alors, consacrons-nous dans un premier temps à ces... Je vais vous montrer un petit extrait, ça va vous montrer, on va faire vite, ça va vous montrer l'atelier. Voilà. Alors, l'atelier, voilà. Donc, vous allez comprendre. Là, c'est le premier espace de l'atelier, vous allez un petit peu comprendre le... Il y a un équilibre à trouver. Un équilibre physique, parce que je dis que la pièce se tiendra debout dans l'espace qu'elle est bien équilibrée. Ce n'est pas simplement mettre des horizontalités verticales dans les papiers, etc. C'est aussi être en dialogue avec ce qui est en train de se faire là. Et là, je suis presque comme une douleur, c'est-à-dire quand on donne un petit ciseau, à la porte, c'est ça qui va créer l'équilibre. Et en plus, je vais rajouter ce papier qui vient des effigies et de l'Époux. On va ramener ces papiers que fabriquent les femmes. Et comme ça va me donner une espèce de remontée en couleur. Voilà, ça vous permet de voir une étape et puis l'objet final, entre guillemets. Donc, effectivement, c'est recto-verso. Alors, effectivement, tous les objets sont recto-verso. C'est-à-dire, effectivement... Oui. Alors, effectivement... les objets sont, tu as dit biface, moi j'emploie le terme recto-verso, et ça permet justement de travailler. Ce qui m'intéresse, je dirais, c'est l'entre-deux. Parce que ce qui n'est pas visible est encore plus important que ce qui est visible. C'est vraiment tout ce qui est dans l'intérieur de ces objets-là, dans l'épaisseur qui me semble important. Et c'est à ce moment-là que le terme palimpseste arrive, c'est-à-dire que dans la manière de fabriquer, je dis que je construis véritablement des palimpsestes, c'est-à-dire des objets qui vont prendre en charge toutes les traces d'histoire et de mémoire, et qui vont être perceptibles à la surface, qui vont nourrir la surface, mais qui vont nourrir les 2 surfaces. Parce que pour moi, il n'y a pas de recto, il n'y a pas de verso. C'est l'objet, la manière dont je vais présenter l'objet, c'est vraiment en relation avec le lieu que l'objet va se présenter d'une face ou d'une autre face. Par exemple, l'installation que vous avez vue là, je l'ai ramenée à Dakar, et à Dakar, elle n'a pas été présentée comme ça. Elle a été présentée de l'autre côté. Parce qu'il n'y avait pas besoin de cette face-là dans l'espace. Donc, pour moi, c'est vraiment un objet qui est pratiquement, j'appelle un corps. C'est un corps. Il y a la manière dont je fabrique cet objet qui est à l'horizontale, mais l'objet n'est terminé que quand il est rentré dans le 2e espace, donc il est à la verticale, mais surtout quand il rentre dans la famille des autres objets. C'est-à-dire que pour moi, il rentre dans la grande pièce. C'est-à-dire que pour moi, depuis 1998, je ne fais qu'une seule pièce.
Et c'est ça qui me semble important. Je ne fais qu'une pièce depuis 1998 à aujourd'hui. Donc chaque fois que c'est pour ça que des dates, quand tu me dis commencer par exemple, une des pièces que je vous ai montrées là, elle date effectivement de 1998, parce qu'il y a des morceaux de 1998 et il y a des morceaux de 2022 ou de 2023, quand je fais l'installation. Donc l'objet se termine et se fait, je dirais, in situ. Et quand je sors de l'atelier avec un morceau de l'atelier que j'emmène dans l'espace et je construis, je dirais, un autre atelier œuvre dans cet espace d'exposition. Bien sûr, il y a des nomenclatures d'exposition à certains moments. Je ne reproduis pas l'atelier, mais c'est vraiment dans cette idée-là et dans cette démarche-là que je suis. C'est-à-dire que le travail n'est jamais terminé. Et je peux même décider que je vais organiser des installations d'une certaine manière, et dans le lieu, je vais soit enlever des pièces, soit enrichir l'installation d'autres pièces, parce que pour moi, il manque quelque chose, et la proposition que je dois faire n'est pas celle que j'avais envisagée initialement quand j'ai envisagé le trajet de mon atelier à l'autre espace. Alors poursuivons dans le processus créateur. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure dans cette vidéo comment tu procèdes en collant, superposant, Voilà. Parfois en arrachant, etc. Voilà. Mais ton travail est aussi un travail qui se caractérise par une pigmentation et par, je dirais, un certain vernis. C'est une certaine brillance. Alors, cette pigmentation intervient quand et la brillance intervient quand? Alors, pour pouvoir tisser, étant donné que ce n'est pas du fil, c'est du papier, ce sont des papiers ou d'autres matériaux, j'ai mis en place une espèce d'engobe qui est composée de colle, d'1% d'or, de pigments, etc. et qui vient, je dirais, recouvrir chacune des pièces et surtout coller les choses entre elles. Et puis, à la surface, quand j'estime, et surtout quand l'objet décide de me dire que c'est terminé, arrive le moment où je vais mettre à la surface cette espèce, toujours cette engobe, mais qui peut être plus ou moins mat ou plus ou moins brillant en fonction des besoins, des types de papier que j'ai utilisés, du moment aussi. Hein, c'est pas des choses que l'on calcule toujours. C'est-à-dire que quand je suis dans cette espèce d'ivresse de la pratique, je suis aussi dans cette espèce d'errance qui fait que le travail se fait dans un temps, puisqu'il faut un temps de séchage entre chaque couche. C'est un temps de travail long. Donc j'ai le temps de regarder l'objet, que l'objet me regarde. Et entre le temps où je commence et le temps où l'objet se termine, il se passe du temps. La notion de temps est très très importante de ce travail-là. Je ne travaille pas, je dirais que les objets m'interdisent de travailler vite, parce qu'il y a vraiment des épaisseurs, voilà. Et donc à la surface, il se passe quelque chose qui fait que, en même temps, le travail est signé. C'est comme si je baptisais l'objet pour qu'il rentre dans la grande famille. Et donc, dans ce travail-là, je ne sais pas ce que c'est, bon, on va voir, ce sont des images, c'est toujours intéressant. Et ça brûle, ne t'inquiète pas, je vais, voilà. Et je vais, je dirais, signer le travail en gravant à la surface un certain nombre de signes que j'ai, voilà, une espèce d'alphabet au départ que j'avais mis en place, qui pour moi était un alphabet, je dirais, insignifiant, sans sens. Et je le trouvais très bavard, très, voilà. J'ai voulu le simplifier. Et j'ai créé ce fameux signe, le carré et le point, qui pour moi était la quintessence du rien. Jusqu'au jour où M. Victorani s'est rentré dans l'atelier, il me dit, c'est le monde. Donc, voilà, j'étais à la bonne place, en fin de compte. Le monde, ça appartenait j'étais partie en Afrique, mais les Amérindiens aussi m'appelaient. Donc, il me dit, ça, c'est le signe du monde en écriture amérindienne, ce carré et ce point. Et c'était ma signature, en fin de compte. Et c'est ce signe que vous allez retrouver sur toute la série Tisser le monde, en fin de compte. Et c'est ce signe-là que je grave à la surface des pièces.
Et ça vient, je dirais, cautériser, rapiécer, rassembler et donner du corps à cet objet-là. Et en même temps, c'est ce qui fait en sorte une espèce de ouais, il y a toujours ça dans toutes les pièces. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette dimension graphique, elle n'intervient pas par-dessus, mais elle est d'une certaine manière, elle est gravée, elle est dedans. Oui, tout à fait. Elle est dedans. C'est-à-dire, c'est la peau. C'est-à-dire, c'est comme je dis, j'ai parlé de corps tout à l'heure. Je dis que je fais un corps. C'est le corps de l'œuvre. C'est un corps. Mais ce corps-là, il a besoin de cette espèce d'enveloppe. Et ça arrive comme une enveloppe. Et ça se fait dans l'urgence parce qu'il ne faut pas que ça sèche. Et je dois graver. Et au moment de graver, soit que je fabrique un objet, soit que je prends un objet qui existe déjà, parce que je vais écrire, vraiment graver dans l'urgence, presque comme une performance. Ça se fait là, ça se fait très rapidement. Ce travail-là se fait très rapidement parce que le travail ne doit pas sécher. Et souvent, ce sont des pièces qui sont suffisamment grandes. Ce n'est que très récemment que je fais de très petites pièces. Ça me prend plus de temps encore et ça me donne de l'imbago parce que j'avais l'habitude de travailler avec de l'amplitude. Et donc, je travaillais dans cette espèce presque de pratique performative pour écrire à la surface. Et ça séchait, je retournais et tout l'objet est pris dans cet engobe-là et gravé. Et donc, ça sèche un temps et ça rentre dans le deuxième espace, côtoyer les autres pièces qui existent. Et c'est souvent à ce moment-là que des installations se font, des projets de possibles rencontres des pièces entre elles. Quand je mets une dernière pièce dans ce deuxième espace, que j'appelle l'atelier œuvre, il y a des rêves d'installation qui se mettent en place, que j'écris, que je dessine, ou je prends en photo l'espace de l'atelier. C'est pour ça aussi que l'atelier, je le prends en photo, parce que c'est des rêves d'installation. C'est des possibles installations. Et c'est une manière aussi que j'ai, c'est pour moi certains vont faire des esquisses. Moi, je vais observer le deuxième atelier, je vais en prendre des photos, je vais prendre des parties, et je vais noter que là, il y a quelque chose de possible qui pourrait être proposé. Voilà. Alors, en fait, on peut considérer que le premier espace, c'est l'espace de création, oui, et que le deuxième espace, c'est l'espace de dialogue. De dialogue, voilà. C'est aussi un espace de création, mais c'est un espace où vraiment je suis en dialogue avec l'hyper-œuvre, c'est-à-dire l'œuvre, c'est-à-dire l'objet. Je suis dans le deuxième espace face à cette espèce de monstre qui est là, se fait de la création. Parce que c'est l'objet lui-même qui se fait devant moi. C'est-à-dire que traverser l'atelier, c'est particulier parce que les pièces me touchent, il est hyper chaud, je transpire quand je suis dans ce deuxième espace-là. Parce que le papier a besoin d'une hydrométrie particulière. Donc, quand j'ai conçu ce deuxième espace, c'est un bunker. Donc, quand je suis dedans, je ne dis pas en transe, mais pour ceux qui ont côtoyé le deuxième espace, ils ont très vite chaud. Et on en sort. Quand on y rentre, on en sort très vite. Mais moi, je l'observe, je le regarde, je m'assieds, il me parle, les pièces me frôlent, me touchent, le fait de voir le fond de l'atelier ou de ne pas le voir du tout, parce qu'il y a des couches et des couches. Et là, les couches ne sont pas à l'horizontale, elles sont à la verticale. Et c'est important, parce que dans les salles d'exposition, c'est souvent à la verticale. Et donc, c'est vraiment les possibles qui sont là. C'est la deuxième fabrique. C'est pour moi, les deux espaces ont pour moi la même importance. Le premier espace, effectivement, je suis dans cette espèce d'atelier presque artisanal, si on veut. Parce que tisser, c'est aussi la main, c'est aussi une pratique, de tisserand, de couturière, de graveur, voilà. Et puis, je parle avec les matériaux que j'ai. Je sais que ce sont des matériaux qui ont une vie. Je n'efface pas tout ce qu'il y a, donc je prends des éléments à la surface. Donc, tout ça me parle. Et puis, quand l'objet est terminé, et il passe de l'autre côté, c'est autre chose qui se passe encore. C'est une autre... Et c'est important que cet espace existe. Parce que quand j'ai trouvé mon mémoire, on revient au DEA, errance du lieu, dépaysement et rapiècement. Mais le dépaysement, il est là. C'est-à-dire, le dépaysement, c'est aussi ce voyage que fait l'objet d'un espace à un autre, même si c'est proche.
Mais l'objet, quand il est sur la table, j'ai un point de vue. Et quand il est dans l'espace atelier avec les autres, j'ai un autre point de vue. Et il prend la charge de tout ce qu'il y a déjà dans l'atelier. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je dis souvent, quand je sors de l'atelier pour aller exposer quelque part, j'ai besoin d'un groupe qui m'accompagne de pièces. Et vraiment, je vais dialoguer avec le lieu pour mettre en lien les pièces, en place les pièces et les instaurer. Alors, on pourrait peut-être maintenant s'interroger sur le sens, ou les sens. Tu as parlé d'objet corps. Donc, il y a tout d'abord la position horizontale qui permet la réalisation, et puis ensuite, ces corps sont redressés. Alors, quel est le propos? Quel est le propos de cela? Quelle est l'intention? Quel est le discours qui accompagne ça? Alors, au départ, c'est vrai que pour le travail universitaire, il fallait bien trouver toute une historicité à ce travail-là, toute une traversée. Et le premier travail que j'ai fait, c'est déjà moi faire cette traversée-là, faire ce voyage. Donc et les termes ont beaucoup d'importance. Errance du lieu, dépaysement et rapiècement. Le mot dépaysement a tout son sens parce qu'il me positionne toujours en voyage. Et donc, il a fallu que je me mette moi-même en voyage. Et je pense que le travail n'aurait pas existé si je n'avais pas effectué tous ces voyages-là. Parce que ça, c'est important. Parce qu'il fallait que mon corps moi-même soit un espace palimpseste. C'est-à-dire soit nourri de tous ces lieux que j'ai rencontrés pour que je puisse dialoguer avec ce corps que j'essaye de fabriquer. Et qui va raconter toute cette histoire que j'ai envie qu'elle raconte. L'histoire de la traversée, de toutes ces migrations qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes. Et ça me semblait important. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'objets qui avaient déjà de la mémoire, déjà de l'histoire. Ensuite, il y a ce travail de l'indigo qui est important dans mon travail, parce qu'il renvoie pour moi à cette notion de traversée, mais il me renvoie à toutes les rives qui composent tout ce trajet que j'ai fait. Donc, effectivement, j'ai été obligée de passer par-dessus la mer pour arriver à Paris, ensuite à Dakar. Mais ce qui m'intéressait, j'étais à la recherche de cette couleur. Pour moi, ce n'était qu'une couleur qui me renvoyait à l'Afrique. Et c'est quand je suis revenue en Martinique et c'est pour ça que le travail de recherche n'aurait pas pu se faire avant. Parce qu'il a été important, parce que il a nourri cette nuance-là, vraiment, de mon espace Martinique. Parce que je comprends qu'effectivement, je suis allée en Afrique pour trouver l'indigo, pour comprendre ce que c'était. Mais qu'en fin de compte, l'indigo était tout près de chez moi, pas très loin, au beau milieu de la mer, à Grand-Rivière, déjà, puisque c'est en rencontrant les gens de Grand-Rivière que j'ai eu cette chance d'avoir ce sens-là. Parce que si je n'étais pas allée là, peut-être que personne ne me l'aurait dit. Donc, et je comprends que le mot indigo, qui me taraude tant, c'est aussi celui qui fait que je suis martiniquaise. C'est-à-dire que, voilà, je savais que je n'étais pas africaine quand j'étais en Afrique. Mais qu'est-ce qui faisait, puisque je travaillais toujours l'indigo, qu'est-ce qui faisait que cette nuance-là, ce mot-là, me territorialisait en tant que personne de cet espace-là, de ce lieu-là. Et dès lors que j'ai ce sens-là, c'est comme si un voile se déchire et je sais que je suis à la bonne place. Je sais que le travail va se faire en Martinique et qu'il va se construire en Martinique et que chaque mot a son importance et que le mot indigo a son importance dans mon travail. Puisque c'est le sens qu'emploient les pêcheurs quand ils vont en haute mer, ils te disent « mancaille indigo ». Et j'ai vécu un langage de sourds pendant une bonne semaine à Grand-Rivière parce que le monsieur me disait « ça c'est indigo ». Je lui dis « oui, c'est de l'indigo. Oui, c'est de l'indigo. J'utilise de l'indigo. Ça c'est indigo. Ça c'est indigo. » Jusqu'au jour où il me dit « mancaille indigo ». Alors là, j'ai dit « ah, il y a une nuance. Il y a quelque chose d'autre, puisqu'il va en indigo. Mancaille indigo. » Je lui dis « ah non, aujourd'hui, vous ne partez pas. Il faut m'expliquer là. » Parce que pendant une semaine, vous me dites, ça c'est indigo, ça c'est indigo. Et là, vous me dites, mancaille indigo. Alors, c'est quoi ce indigo-là? Il m'explique que c'est le terme qu'ils emploient quand ils vont en haute mer. Et c'est cette espèce de tache noire où vous êtes en haute mer, dans la partie la plus froide de la mer. Et quand vous regardez, vous scannez, vous faites
une vue de dessus, vous voyez effectivement qu'il y a des couleurs de bleu totalement différentes. Et il y a cet indigo-là, qui est une espèce de trou noir, une tache, c'est la dernière couleur de l'indigo en fin de compte. Parce que les gens pensent que je travaille du noir, je ne travaille pas du noir. Je monte l'indigo. Donc plus je vais mettre des traces, des strates, plus l'indigo va se foncer. Je peux aller jusqu'à cette espèce de noir violacé qui est, voilà. Donc, et là, c'est vraiment pour moi un univers qui s'ouvre devant moi. Et je me dis, alors là, les Afriques étaient là, en fin de compte. C'est-à-dire que ce qui était formidable, c'est que ce mot-là qui a fait la traversée, il s'est retrouvé au milieu de l'océan. Et ensuite, on peut épiloguer sur tous les bleus que l'on retrouve autour de chez nous. Et la pièce que je vous ai montrée avec le pagne bleu et tous ces trucs, ça parle de ce bleu-là. Tellement noué blé. Donc, dans notre vocable, nous avons ces termes qui parlent de ces nègres Congo, de ces hommes bleus, etc. Donc, ça va nourrir aussi une partie de mon travail autour des notions de mémoire, des notions de traversée. Et en même temps, je dirais, c'est un territoire en même temps. C'est-à-dire, c'est pour moi tout ce qui va rentrer, mais en même temps, une histoire qui se fait aussi. C'est-à-dire, ce qui me semble intéressant dans mon travail, c'est que je n'ai pas fini d'en comprendre les contours et de l'enrichir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je suis passée, il y a le papier, mais il y a tous ces autres matériaux qui vont rentrer dans le travail. Par exemple, tout ce que j'appelle les images matières. C'est-à-dire que ces images que je collecte, qui sont aussi des images déjà utilisées, que je vais superposer aussi, et qui vont venir se fracasser sur certaines installations, qui vont venir encore créer la dernière strate du palimpseste. Donc, l'idée, c'est que ce palimpseste-là n'est jamais terminé. C'est-à-dire, c'est pour ça que les objets, pour moi, ils ne sont jamais terminés. Tant qu'ils n'ont pas quitté l'atelier, définitivement, ils ne sont pas terminés. Et ils peuvent s'enrichir d'autres choses. Ça peut être une vidéo, ça peut être d'autres couches, ça peut être des objets qui viennent les côtoyer, etc. Donc, en fait, l'indigo, c'est la couleur des abysses, c'est la couleur de la profondeur. Oui. Hein? Oui, c'est la couleur à la fois de ce que j'appelle c'est au-delà, c'est au-delà de moi, c'est-à-dire que j'ai peur de plonger, et quand ma tête est à 50 cm de l'eau, j'étouffe. Donc, mon grand malheur, c'est que je ne pourrai jamais côtoyer ce bleu-là physiquement, parce que je ne peux pas, mais je le vis quotidiennement. Alors, Soulage avait inventé le terme outre noir, et voilà. Toi, ce serait loutre indigo. Voilà, loutre bleu ou loutre noir. Mais en même temps, j'écoute beaucoup Soulage, hein, parce que bon, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, donc on aura le temps d'y reparler. Oui. Mais alors, passons maintenant aux installations. Oui. Bon, je pense qu'on a bien compris que les installations sont une sorte de déplacement de fragments de ton atelier. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que les installations te permettent de dire en plus ou de plus par rapport à ces réalisations uniques ou ensemble bifaces? Alors, il y a quelque chose que moi j'éprouve quand je suis dans le deuxième espace, c'est de pouvoir frôler les pièces. Et je pense que c'est un moment qui, pour moi, est presque magique. Donc, la notion d'installer, c'est aussi permettre à ceux qui vont côtoyer ces pièces-là de pouvoir avoir pas une manière frontale de les vivre, mais pouvoir les traverser, les contourner, vivre autour. C'est un autre rapport avec, et c'est instaurer, je dirais, une espèce de dialogue aussi avec cette pièce-là. Et puis, l'humain apporte sa charge. Et je crois que la dernière couche du palimpseste, c'est celui qui regarde la pièce. C'est-à-dire qu'il va rajouter son histoire à tout ça. Et c'est ça qui me semble important. C'est-à-dire que quand j'instaure la pièce, quand je l'installe, j'invite le regardeur à avoir cette espèce d'obligation de regarder ce qui se passe derrière. Souvent, on ne voit pas le dos des pièces quand elles sont contre le mur. Les miennes ne sont jamais posées totalement contre le mur. Il y a toujours même 10 cm
d'écart entre le mur et l'objet qui est proposé. Donc, pour vraiment que chacun a à la fois un rapport de proximité très intime et en même temps, il peut regarder de loin, mais il y a besoin, et c'est l'objet même qui attire les gens. Les gens ont besoin de savoir ce que c'est. Souvent, les gens se demandent si c'est du cuir, si c'est du bois, si c'est du fer. Et donc, il y a ce besoin irrépressible de s'approcher et presque de toucher. Et donc, et l'objet, souvent, propose son autre face, parce que l'objet, en fonction du lieu, va être rigide ou va être très souple ou ça va lever un petit peu sa jupe et le dos va te convoquer. Donc, tu auras ce souci de regarder ce qui est dans le dos. Donc, c'est vraiment, je dirais, invité à une espèce de dialogue. C'est une mise aussi, et puis l'idée de scénographie m'intéresse aussi. Parce que pendant mes études, en ayant côtoyé Costine Merianu, la notion d'installer dans l'espace et la scénographie et le théâtre même, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et puis j'ai appris ça aussi avec Agitar, avec les Pléanov. C'est-à-dire que rien n'était, même si les choses étaient, ça partait du mur, mais ça revenait toujours vers le centre. Il y avait toujours un dialogue. La chose était, on pouvait traverser, on pouvait bouger, ça se déplaçait. La personne qui est devant toi frôle l'objet, tu en découvres quelque chose d'autre. Et puis il y a un rapport à l'humain. C'est-à-dire, il y a tout de suite ce rapport quand je suis debout et que la pièce, elle fait 2,50 m ou 6 mètres, il y a une espèce de rapport avec elle qui est de l'ordre de dimension presque cathédrale. Et ça aussi, ça m'intéresse. C'est-à-dire l'idée de faire installer. L'installation, c'est aussi l'idée de la densité, l'idée de prendre possession d'un espace. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de fractal qui est intéressante. C'est-à-dire que tous ces objets-là vont venir dialoguer entre eux et vous-même, vous allez rentrer en dialogue avec eux. Donc, il y a vraiment ça aussi qui m'intéresse. C'est-à-dire, l'objet seul ne m'intéresse jamais. Et même quand j'installe des choses chez les gens, j'aime bien aller installer, j'aime bien voir comment ça s'installe. Parce que ça va s'installer avec ce qu'il y a autour. Ça va vivre avec ce qu'il y a autour. Et chacun sent qu'il y a ce besoin-là. La personne fait un trajet, ça sort de mon atelier, mais ça va. C'est jamais des gens qui sont... C'est pas, bon, je pense que les pièces que je fais ne sont pas... c'est pas si glamour que ça. C'est pas, voilà. Donc, il faut vraiment que la personne qui est attirée par cet objet-là, elle a elle-même quelque chose à dire à cet objet-là. Et donc, faire entrer l'objet chez soi, c'est aussi mettre en place une petite part de soi dans cet objet-là. Il y a ce dialogue-là qui est pour moi très important. Donc, parce que je vis ça au quotidien dans l'atelier. Oui, alors... Tu as par anticipation déjà répondu aux questions que je m'apprêtais à te poser. Donc il y a cette idée de monumentalité dans l'installation. Et puis dans les pièces plus petites, il y a l'idée de une sorte de mise en scène. Et donc cette réflexion sur la façon de présenter les pièces, cette réflexion, elle vient après, elle vient pendant. À quel moment tu te dis, et si je les présentais de cette façon, avec tel objet, tel matériau, pour créer cette distance, à quel moment ça intervient, ça? Alors, je dirais, c'est dans le quotidien de la fréquentation du deuxième espace. C'est pour ça que la fréquentation du deuxième espace, même quand je ne travaille pas dans l'atelier, aller dans le deuxième espace est très, très important. C'est-à-dire, même quand je dis je ne fais rien, j'observe le deuxième lieu. Et c'est là que les choses arrivent. C'est là que les rencontres se font. C'est là que les mises en scène, comme tu dis, se font. De manière impromptue. Mais ça reste dans un coin de ma mémoire. Ça s'inscrit dans une phrase que je vais mettre. Et c'est souvent comme ça que les titres arrivent. Donc, je sais que cette phrase-là, elle va me renvoyer à cette rencontre que j'ai faite avec ce coin de l'atelier. Et donc, pour moi, quand je décide d'aller quelque part avec les pièces, je vais peut-être prendre ce coin de l'atelier-là. Même si ça va être pas ça le jour où je vais l'installer, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue là, qui me semble important à ce moment-là, qui a de la pertinence. Parce qu'on a soi-même ces moments de réflexion. Donc, et c'est comme ça. C'est vraiment
ce regard quotidien sur l'espace numéro 2, cet atelier œuvre qui vraiment détermine, je dirais, ces installations possibles. Ces installations possibles. Et puis, les installations faites, je les fige. Il y a la photographie. D'où l'importance, c'est pour ça que je dis souvent, autant je travaille dans l'atelier, autant j'ai besoin que cet atelier, je le transborde ailleurs. Parce que c'est vraiment dans ce trajet-là que moi-même, je vais voir les installations. Parce que dans l'atelier, dans l'espace-là, je les vois, j'en rêve. C'est pour ça que j'emploie le mot « rêver ». Mais tant qu'elles ne sont pas sorties de celui-là, elles n'existent pas. D'où l'importance de photographier toutes ces pièces-là quand elles sortent de mon atelier et qu'elles ont, je dirais, pris plus ou moins, plus ou moins l'espace et qu'elles ont un titre. Et que je donne un titre, entre guillemets. Et la datation, c'est toujours la même, 1998. Et si elles sont sorties de l'atelier, ils étaient en 2021, le dernier chiffre, ça sera 2021. Si elles ressortent de l'atelier cette année, ça sera 2023. Alors, quelques mots encore sur les titres. Parce que les titres, du moins certains titres que tu donnes à certaines de tes œuvres, sont assez spécifiques. Et certains ont une dimension poétique, énigmatique parfois. Le titre, il intervient là encore à quel moment? Est-ce que c'est complètement à la fin ou bien, comme tu le disais à l'instant, il est déjà présent dans un coin de ton esprit parce que... Voilà, comment ça se passe au niveau de ces titres? Alors, le titre, comme je te dis, c'est vraiment... ce sont souvent des moments, des rencontres dans l'atelier. Et quand je travaille beaucoup avec les mots. C'est-à-dire que les mots ont beaucoup d'importance pour moi dans mon travail. Et j'écris, c'est-à-dire quand je travaille, pendant une période, il y a des mots aussi qui signifient cette période-là. C'est-à-dire... et le titre va être un morceau de ce mot-là. Ou, il y a quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, c'est Roger Parsemin. Et c'est quelqu'un aussi qui a cette... quand il passe dans l'atelier, il peut m'offrir des mots. Parce qu'il sait que quand on a discuté, parce que des fois, je lui parle, et je l'entends, moi-même, je lui dis ça, c'est ça. Et lui, il note. Et puis, je peux retrouver ça sous la forme d'un poème. Il me dit, voilà la partie, cette période-là, c'est ça. Et donc, je récupère ces mots-là, et ça, c'est important. Parce qu'en même temps, j'ai dit ça, mais j'ai peut-être pas noté sur le moment. Et quand on a discuté, lui, il avait, en tant que poète, il a noté ce mot-là. Donc ça, c'est important aussi. C'est en même temps toutes ces personnes qui vont rentrer dans l'atelier. C'est-à-dire, quand je dis l'artisan, celui qui fait les tapis rentre dans mon atelier, celui qui fait les sculptures rentre dans mon atelier, mais le poète aussi rentre dans l'atelier. Le poète rentre dans l'atelier et il va m'offrir aussi ces phrases-là, ces mots-là. Et par exemple, toute la série des Bleus, par exemple, il y a tous ces titres-là qui vont arriver parce qu'on a cette espèce de dialogue pendant un certain temps. Il vient dans l'atelier régulièrement et lui-même écrit, sans me le dire, sur la discussion que nous avons. Et il y a ce texte qui va sortir qui s'appelle L'Atelier, qu'on a fait à quatre mains. Et je vais beaucoup puiser dans ce grand texte atelier pour construire mes titres aussi. Je vais les prendre, les déformer, voilà. Donc il y a ce travail-là, il y a ce que moi je propose, et puis il y a ce que d'autres me proposent aussi. Et ça aussi, c'est important. C'est important. Je cherche les titres en feuilletant le... Voilà. Voilà, par exemple, le titre, c'est « Errance jusqu'à l'œuvre ». Et ça, c'est un moment d'un texte qu'il avait écrit. Et la phrase me semblait parfaite pour dire ce travail-là, pour lui donner pour le baptiser, quoi. Pour moi, les titres ne sont pas... C'est encore une dernière couche. C'est-à-dire, pour moi, le titre n'est pas une... Comment dire ça? Le titre, par exemple, c'est pas s'il y avait du rouge, c'est pas le rouge, je vais pas mettre le rouge. C'est pas ça qui m'intéresse dans le titre. Le titre, c'est encore une dernière couche du palimpseste. C'est encore une autre errance. C'est encore un plus que j'offre. Et c'est ça qui me semble important. C'est-à-dire que quand je propose le titre, je propose encore un dépaysement.
Parce que Errance jusqu'à l'œuvre, si vous regardez ce travail-là, qui est fait il y a beaucoup d'écriture, c'est des papiers très, très anciens, avec une espèce de résumé, ça aurait été formidable. Et il y a toute une écriture qui est à la surface. Et ce sont des pièces qui sont très épaisses et que de manière volontaire, j'encastre dans cette espèce de pliage en carton. Et donc, je ne donne pas à voir le dos, là, parce que la surface, quand on la regarde, elle est tellement bosselée. Tout ce qui est en dessous travaille la surface. Donc, pour cette petite série, rarement je ne mets de cartes, mais j'avais besoin de pouvoir les proposer comme ça. Et c'est vrai que les titres, et des fois, ils sont très longs. Là, par exemple, c'est pas un mot n'est figé, pas un mot n'est précis, et c'est toute cette série où vous avez presque des petits palimpsestes, puisque qu'est-ce que c'est que le palimpseste? Le palimpseste, c'est la tablette. Le palimpseste premier, c'est la tablette sous laquelle on apprend à lire le Coran. Donc cette tablette-là, cette tablette en bois, sous laquelle on va écrire jusqu'à se remémorer, c'est-à-dire on apprend les sourates comme ça, et quand tu as appris ta sourate, tu l'effaces. Mais comme c'est écrit à l'encre de Chine, ça ne s'efface pas. Et donc la prochaine sourate sera nourrie de la sourate. Et comme on te donne ça, disons à l'âge de 5 ans, et tu gardes ta sourate tu gardes ta tablette jusqu'à la mort. Donc c'est pour moi le summum du palimpseste, c'est ce que je ne pourrais jamais faire avec les pièces. C'est-à-dire continuer à graver inlassablement, à mettre des couches et des couches. Donc l'atelier, c'est ce palimpseste-là, puisque les couches se font dans cet espace fabrique, qui me semble important. C'est pour ça que je dis que c'est une seule pièce. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Alors peut-être pour arriver à la fin de cet entretien, faute de temps, si peut-être quand même. L'exposition dans le cadre de la Biennale de Dakar, j'imagine que pour toi ça a été quelque chose d'assez fantastique et peut-être même de troublant. Alors tout d'abord, par quel concours de circonstances as-tu participer à cette biennale, et puis qu'est-ce que le fait de créer sur place en collaboration avec d'autres personnes, eh bien qu'est-ce que ça a suscité chez toi? Alors chose bizarre, je n'avais jamais exposé à Dakar. J'avais exposé au Bénin, mais je n'avais pas exposé à Dakar du tout. Donc les gens savaient que j'avais travaillé, ils voyaient mon travail. Et c'est une jeune galériste avec qui j'étais en dialogue, qui venait d'avoir sa galerie, sa nouvelle galerie, Biome, et qui me propose une carte blanche dans son espace. Mais elle sait pourquoi elle me propose cet espace-là, parce que je lui ai dit, je ne reviendrai à Dakar que si je trouve un lieu qui lui-même est déjà un lieu chargé. Je veux vraiment que le lieu soit en dialogue avec et en synergie avec la proposition que je vais faire. Et elle me dit, je te propose ça parce que la maison, la galerie, est vraiment, je pense, le lieu qu'il te faut. Et je lui dis, bon, très bien. Elle me dit, c'est une maison qui a eu plusieurs vies. C'était la maison de ministre, ça a été la maison de Youssou N'Dour, qui est un artiste. Et c'est une maison qui est fabriquée de manière très, entre guillemets, moderne. Et elle est surplombée d'un cube bleu. Et c'est dans ce cube-là que je veux installer ma galerie, la galerie. Et tu serais la première personne qui, je veux ouvrir la galerie avec toi. Donc, et je te propose cet espace-là en premier, mais je te propose toute la galerie si tu veux. Donc, je lui dis, ouais, je réfléchis, je dis oui. Mais en même temps, il y a un autre concours de circonstances qui fait que ça va être important à ce moment-là d'installer les pièces à Dakar. Installer les pièces à Dakar, à ce moment-là, les donner à voir et les donner à voir à une certaine communauté.
Et c'est pour ça que l'exposition de Dakar va prendre cette importance-là, parce qu'un certain nombre de pièces, entre guillemets, majeures, je suis presque obligée de les emmener à Dakar. Donc, je vais emmener presque 300 kilos de pièces à Dakar. 3 grosses boîtes de pièces à Dakar. Et je vais investir 2 étages, donc un vrai parcours. Et c'est pour ça que ça prend ce titre-là, Indigo, le cabinet des curiosités. Et à ce moment-là, je vais vraiment proposer un cheminement jusqu'à cette pièce bleue, cette salle bleue. Et donc, parce que pendant que je discute avec elle, à Paris, je suis nommée pour les EWIR, et en même temps, les gens me disent, si tu vas à Dakar, il faut que certaines personnes viendront voir les pièces. Donc en même temps, moi, je ne suis jamais stratégique, mais bon, on entend les choses quand même. Il ne faut pas être ridicule, ridicule. Donc je vais proposer cette espèce d'installation majeure et je vais inviter plusieurs personnes à travailler avec moi. Parce que je vais rester 1 mois à Dakar, toute la biennale, et pendant tout le temps de la biennale, chaque semaine, il y aura un événement. Donc l'espace va évoluer pendant toute la biennale. Donc, je vais inviter un musicien, qui est la nouvelle génération de Agita, Ibaku, qui va donc, à qui j'ai demandé de trouver le son de mon espace, le son indigo, quelque chose qu'il va faire en live. Et puis, j'ai invité une performeuse, Nathalie Vieira, qui travaille aussi et qui questionne aussi cet indigo-là, à qui je demande de venir avec moi rajouter les couches de cet hyperpalimpseste. Donc pendant la biennale, il y aura à la fois cette installation et puis il y aura chaque jour, chaque semaine, 1 fois par semaine, ces performances qui vont se mettre en place et qui vont enrichir l'espace. Et ça va me permettre aussi de continuer à travailler l'espace de l'atelier. Et le public sera invité à faire un parcours et à lui-même faire œuvre dans cette œuvre-là. Parce que quand ils arrivaient dans l'atelier, il y avait... oui, je dis l'atelier, c'est un bon lapsus. Ils vont avoir à prendre... Il y a tout un processus qui est mis en place et ils doivent cheminer avec un mot pris au hasard. Et ils doivent ensuite écrire leur ressenti ou leur cheminement et venir enrichir un espace que j'ai mis en place pour eux, qui a à la fois le début et la fin c'est-à-dire qu'ils font une boucle et ils partent avec ce papier, ils reviennent et ils l'instaurent dans cette espèce comme un grand arbre à palabres, on pourrait dire, cet hyperpalimpseste qui est véritablement le trajet des gens dans cet espace-là. Et donc, il y avait ça qui faisait sens. Et en même temps, ça faisait longtemps que je n'étais pas restée 1 mois comme ça, à ne faire que de l'art. Donc pour moi, ça a été très important, pour moi-même. Et ça a été important aussi pour revenir à Dakar comme ça. C'est-à-dire revenir à Dakar comme ça, offrir ça à tous ces gens qui m'avaient offert. Donc ça, c'était important. Parce que je pense que ce travail-là n'aurait pas existé si je n'étais pas passée par Dakar et si je n'avais pas côtoyé un certain nombre de personnes. Et donc, ça me semblait important de ne pas venir à Dakar avec 10 tableaux ou je ne sais pas quoi, mais venir transborder l'atelier pratiquement dans cet espace-là. Et c'était un challenge. Je pense que je ne le referai pas parce que c'est un vrai challenge, c'est un périple. Et en même temps, c'est une manière de... Comment dire ça? On se dit, le trajet a eu lieu. C'est-à-dire que j'ai vu défiler devant moi de 98 à maintenant, à Dakar. Et c'est ça qui était important. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis dans une autre phase par rapport à ce travail-là. C'est-à-dire que je continue à travailler, mais je sais, quel que soit ce qui va arriver, que pour moi, c'est ce qu'il me fallait faire.
C'est ce qu'il me fallait faire. Et c'est important parce que la fameuse pièce, qui est pour moi celle qui est de 1998 et qui pour moi est la pièce majeure, à Dakar, elle a été repérée. Parce qu'elle a été installée dans sa, pour moi, de la plus belle. Elle avait déjà été bien installée à la Fondation Clément. Donc j'avais fait une photo qui était parfaite. Et à Dakar, je l'ai installée, mais là, elle était posée sur un mur indigo. Donc la pièce avait encore une autre aura. Et sur cette installation-là, je n'ai pas mis les pinces, mais je lui ai fait des espèces de bijoux que j'ai rajoutés dans la pièce. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis que les pièces, elles continuent à s'enrichir et à se nourrir. Et quand je l'ai installée, voilà, la pièce a été vue. Je ne savais pas qu'elle avait été vue par un certain nombre de personnes. Et quelques mois plus tard, quelqu'un me dit, on veut présenter ta pièce au CNAP. Et donc, Dakar a été important. C'est-à-dire que Dakar a permis à cet atelier de la Martinique d'être regardé par une communauté plus large, et en même temps qui vous impose de parler de votre pièce, du parcours de cette pièce-là, et de tout le travail. Donc, ça m'a permis aussi de refaire le chemin en sens inverse, et moi-même de me poser, de regarder les pièces, de me regarder et de m'assurer de la poursuite de ce travail-là. Et comment cet atelier œuvre va continuer à faire œuvre. Et je pense que, et ça m'a ça m'a réinstallé à Dakar encore plus. Donc c'est vrai que Dakar se faisait avec beaucoup de distance dans le travail, mais là le travail se fait encore avec beaucoup plus de... Voilà, je fais le va-et-vient. Il y a des pièces qui se fabriquent à Dakar et qui ne pourraient pas se fabriquer ici. Les pièces avec, par exemple, j'ai des pièces avec les chemises. Il est plus facile pour moi de les fabriquer, de les faire à Dakar. J'ai plus d'espace. J'ai des gens qui peuvent travailler avec moi. Donc, je peux mettre 175 chemises et les mettre ensemble. Tandis qu'en Martinique, ça devient compliqué. L'espace est petit. Donc, l'atelier s'est agrandi depuis Dakar. Et c'est ça qui me semble important. C'est-à-dire que je dis souvent que l'atelier est un espace composé de plusieurs cercles. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que j'ai un premier espace, un deuxième espace et un troisième espace à Dakar pour des choses un peu précises, un peu particulières, voilà. D'accord. Alors, dernière question. C'est une question qui m'intéresse à titre personnel. Tu as sans doute des influences. Tu as cité tout à l'heure Soulage. Tu disais que voilà, Soulage était un artiste qui t'intéressait beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui jouent comme ça dans ton inconscient ou dans ton conscient un rôle quelconque? Alors déjà, je pense que il ne faut pas oublier d'où on vient. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que je pense que la fameuse question que m'avait posée Journiac, où est ton territoire? Je pense que cela m'a permis de regarder, je dirais, toute cette histoire de l'art et toute cette filiation à laquelle je me sens, qui prend de l'importance pour moi. C'est-à-dire que je pense que je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas regardé tous ceux qui ont travaillé avant moi dans cet espace-là. Parce que j'écoute, je lis leurs phrases, je lis leurs combats, je lis le travail qu'il leur a fallu pour trouver cette posture qu'ils ont eue à l'époque où ils l'ont eue. Et s'ils n'avaient pas fait ça, je pense à tous ces gens du groupe Fromager qui ont travaillé sur tout le travail autour des signes, tout le travail autour de se trouver une identité plastique qui appartienne à ce lieu-là, qui ont interrogé, justement, travaillé comment, pour qui et pourquoi. Ça m'a semblé important, surtout au moment où moi-même je me posais ces questions-là et au moment où j'écrivais ce fameux DEA. Et puis, tous ceux qui ont, comme moi, alors ça m'a interpellée, c'est-à-dire que c'est tous ces gens-là qui me nourrissent. Tous ceux qui sont allés en Afrique, par exemple,
et qui ont fait ce travail-là avant moi, c'est-à-dire les gens de l'école négro-caraïbe. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est obligé, si moi je veux me faire corps palimpseste, je suis obligé de regarder, d'apprécier, de comprendre le trajet que tous ces gens-là ont fait avant moi, et qui peut-être j'aurais aimé être dans leur pas, quoi. C'est-à-dire continuer ce travail-là à ma manière, mais être dans les pas de tous ces gens-là. Et c'est ça qui me semble important. Et quand je regarde, par exemple, aujourd'hui, le travail de Coco René Courail, par exemple, avec tout ce travail autour de la matière qu'il a mis en place, tout ce travail autour de la notion de laboratoire, tout ce travail-là qu'il a fait, de ce regard sur l'histoire de la Martinique même, le regard des gens qui étaient au champ, etc. Tout ça fait partie je dirais, de ma cathédrale. Et donc, quand je regarde ou que j'observe toute la série de quelqu'un comme Nivore, tu parlais de la brillance, je n'aurais pas la quintessence des lacs, des fameuses lacs de Nivore. Ça, et Dieu seul sait que je les ai observés. Parce que ce travail-là, qui est un travail où justement il y a une traversée dans la lac, ce n'est pas opaque. Et c'est ça que j'essaye de trouver à la surface, c'est-à-dire que ne pas laisser passer tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire même si on met cette espèce d'engobe, il y a une manière de traverser, c'est des couches. C'est tout ça qui m'habite quand je travaille aussi. Quand je regarde le travail de Victor, c'est pareil. Il y a tout, et puis il y a cette question du bleu. Ils ont travaillé ce bleu-là. Lui, il va avec ses lacs jusqu'au noir. Tu sens qu'il est monté, et qu'on est arrivé à cette nuance sublime. Quand Victor travaille son bleu, c'est pareil. Et je sais qu'ils ont des histoires de bleu qui sont différentes des miennes et qui vont enrichir ma cathédrale à moi. Et c'est ça qui m'intéresse. Quand tu as quelqu'un comme Ernest qui travaille justement avec ces matériaux recyclés, qui crée une rupture avec puisque c'est un peintre au départ, ce sont des peintres, mais ils vont laisser la peinture un temps et proposer une nouvelle forme de peinture, aller vers l'objet. Et c'est quand je commence à moi-même à m'interroger que je réalise que d'autres avant moi se sont posés des questions. Et on nourrit mon travail et ça va me permettre d'aller enrichir, regarder ce que font les autres. Quand je vais à Dakar, il y a des gens qui m'intéressent. Je vais regarder le travail d'Ousmane Sow. Ça m'intéresse parce que lui-même, il a sa manière de faire son amalgame, cette espèce de mélasse avec lesquelles il fabrique ses sculptures. Et ça m'intéresse aussi. Je vais regarder plein d'autres personnes qui vont m'intéresser. Et tous ces jeunes artistes aussi qui aujourd'hui évoluent presque en collectif à Dakar, ça m'intéresse. Parce qu'ils ont une pratique un peu performative, où ça va être traversé à la fois de musique, à la fois de danse, à la fois d'objets, etc. Et tous ces gens-là vont m'intéresser. Et puis, il y a des gens que j'adore comme Soulage, parce que, c'est des émotions. C'est-à-dire qu'on je découvre déjà une des œuvres monumentales, et ça me semble important. Des œuvres monumentales, des œuvres très importantes. Je vais aussi regarder, mais c'est vrai que Soulage, c'est mon dada. Mais des gens, même le bleu chez Klein, Klimt, ces gens-là m'intéressent. Les dorés de Klimt, par exemple, puisque je mets en place tout ce travail autour presque de l'enluminure, puisque dans les couches, il y a cette enluminure qui vient pour à la fois cautériser, en même temps protéger le papier, puisque ça va permettre au papier aussi de ne pas avoir trop de problèmes avec les hydrométries de notre espace. Donc c'est tout ça, c'est-à-dire que le travail qui est mis en place va se nourrir de toutes les avancées que d'autres ont faites avant moi aussi. Et ça va être un travail de lecture de leurs pratiques, de côtoyer ce qu'ils font pour me nourrir moi. Et c'est ça, je pense qu'on ne peut pas faire, en créole on dit sac vide, pas qu'à bout. Et je pense que le travail ne se fait que parce qu'on est soi-même nourri de tout un tas de choses. Je vais me nourrir de littérature, je vais me nourrir de musique, je vais me nourrir de tous les plasticiens qu'il y a de la jeune génération, qui sont eux-mêmes des installateurs. Je regarde ce qu'ils font. Ça me nourrit aussi. Des étudiants que j'ai eus, qui aussi font des choses que je regarde et que j'observe, et qui d'une certaine manière me nourrissent aussi. Parce qu'on ne peut pas vivre d'une certaine manière en huis clos. Et sinon, c'est une espèce de travail aussi
Surtout que le travail que je fais, c'est une espèce de travail qui est dans l'autoréférence, puisque c'est une seule pièce que je fais. Donc la terreur que j'ai, c'est de ne pas refaire le même. C'est-à-dire comment continuer sans jamais faire le même. Tout en étant, voilà, on monte une marche en plus. Et ça, donc il faut se nourrir. Très bien, merci beaucoup Valérie. Vous pouvez applaudir cette communication. On a un petit peu de temps pour des questions. Alors, oui, on a une vingtaine de minutes. Qui souhaite poser la première question ? Je vais vous montrer quelques pièces. Bonsoir. Tisser le monde. Alors, je pose la question. Là, tu as parlé de tes antécédents, de ceux qui te sont chers. Et dans ta pratique professionnelle, est-ce que tu t'intéresses à passer le relais, que cet indigo perdure après toi, quoi? Perdure. Je pense que Alors, l'art contemporain, c'est quelque chose d'assez particulier. Hein. N'oublions pas que je suis prof, hein, quand même. J'enseigne. C'est-à-dire, la chance que j'ai, c'est d'être à la fois plasticienne, mais je pense que j'enseigne un peu comme je suis dans mon atelier. Donc, avec tout ce que j'ai. Donc, je pense que je rêve de croire que je passe le relais, que j'aurais passé un témoin. Je pense. Voilà, mais est-ce que je passe le relais de savoir si des gens après moi vont utiliser l'indigo? Il faut déjà que ça rentre dans leur questionnement. Puisque l'art contemporain, c'est ça, c'est vraiment le cheminement d'un individu dans son atelier autour de problématiques qui l'intéressent. C'est ça, je ne fais pas école, entre guillemets. Nous ne faisons pas école. C'est-à-dire que quand il y a eu je pense qu'il y a eu des rencontres et chacun avait une pratique, c'était les gens de l'école Négro-Caraïbe ou du groupe Fromager, c'est un groupe, mais chacun avait une pratique bien particulière. Hein. Chacun a tracé son sillon, je dirais. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si quelqu'un, par exemple là, quelqu'un m'a interrogé sur ça l'intéresse l'indigo. C'est une jeune qui fait des recherches à Paris, qui est étudiante, et cette question-là l'intéresse. Et comme elle a vu à Paris le film, là, et qu'elle a vu que je travaillais autour de cette question-là, ça l'intéresse. Donc on va se rencontrer, elle veut voir comment moi je fais, etc. Donc voilà. C'est-à-dire que l'atelier n'est pas fermé. Je ne cache pas ce que je fais, entre guillemets. Mais je ne peux pas dire qu'on fasse école aujourd'hui, tu vois. Je pense que, comme moi, ils vont se nourrir peut-être de ce que je dis, de ce que j'ai fait. Ils vont regarder, ils vont se nourrir pour tracer leur sillon, puisque c'est le propre de la pratique contemporaine. Et c'est ça la difficulté aussi de la pratique contemporaine, puisque tu ne peux pas dire qu'un groupe fait ceci. C'est un individu, une pratique. Et si tu ne rentres pas dans l'intime de l'individu, tu ne vas pas comprendre sa pratique. C'est ça la difficulté, il me semble. Hein. Donc effectivement, j'ai des étudiants que mon travail intéresse parce qu'ils ont des questionnements autour de la mémoire, de la trace, du signe, du symbole. Donc on peut en discuter, mais dire que, voilà. Donc comme ça, je dis, j'espère que dans toutes mes vies d'enseignante, beaucoup sont artistes. Hein. Et ça, c'est une chance, hein, parce que j'aurais pu être prof et puis au bout de 20 ans de carrière, je n'ai aucun qui soit devenu artiste. Ou que le milieu de l'art n'intéresse point. Donc la chance que j'ai, c'est que certains étudiants, mais aujourd'hui, nous discutons ensemble d'artiste à artiste, parce qu'ils ont un travail qui m'intéresse, des gens comme Steve Bourras, des gens comme Arturo Francetta, des gens comme... il y en a plein comme ça, tu vois. Donc, et on continue à discuter, on discute. Mais je ne dis pas que j'ai fait école, pas du tout. Ils ont leur propre pratique et c'est ça qui m'enrichit aussi. Nous nous enrichissons mutuellement. Voilà. Autre question ? Merci. Juste une petite question. En fait, tu viens de dire, si j'ai bien compris, que pour regarder une œuvre, c'est important de rentrer dans l'intimité de l'artiste. Est-ce que tu as dit ça ? Oui, dans l'intime, oui, pour comprendre un peu son trajet. Parce que
Est-ce que le contact direct, comme ça, qu'on peut avoir avec une œuvre, en ignorant complètement d'où elle sort, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être suffisant? Aussi. C'est ma question. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, et c'est ce que je disais, peut-être que je me suis mal exprimée quand je disais que j'aime beaucoup cette rencontre d'une personne avec l'installation ou la chose que je propose. Parce que chacun vient avec sa charge. Et je dis que la charge de cette personne amène la dernière couche du palimpseste. C'est-à-dire que chacun va venir avec sa propre histoire et il va rentrer en dialogue avec l'objet qu'il a en face. Et comme je dis souvent, il n'y a pas besoin de savoir ni le titre, ni l'âge, ni le nom de l'artiste. C'est une rencontre. C'est une rencontre. Il n'y a pas besoin de connaître l'artiste. Il n'y a pas besoin de connaître sa vie non plus. C'est que c'est pas parce que donc on est en face d'une œuvre, on l'apprécie, elle nous touche. Bon, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est capable d'entrer dans l'intime de l'artiste. Non. C'est ce que tu avais l'air de dire tout à l'heure. Non, c'est-à-dire rentrer dans C'est notre propre intime, en fait, qui va rentrer dans l'œuvre. C'est d'ailleurs ce que tu l'as dit aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de dictat préétabli. L'intérêt, c'est la rencontre. Je crois que le mot le plus important, c'est la rencontre. Pour moi, c'est la rencontre. Donc la rencontre, elle se fait avec un objet qui est là, dans un espace. Et puis, il y a plusieurs types de rencontres. Certaines personnes n'ont pas envie de savoir qui est l'artiste, à la limite, ni de le rencontrer. Mais c'est une rencontre, il a une émotion, il a une sensation, il y a quelque chose qui le touche, et il le touche parce qu'il a vécu quelque chose, qui le renvoie à quelque chose qui a sûrement été mis ou pas dans l'œuvre. Et c'est ça qui me semble intéressant. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que les titres ont peu d'importance par rapport à l'œuvre. C'est-à-dire que le titre, c'est encore une manière de faire dériver l'œuvre vers un ailleurs. C'est pour ça que, voilà, le titre n'est pas là pour illustrer l'œuvre. Tu comprends? Donc, c'est ça qui me semble important. Peut-être que la personne, elle regarde l'œuvre et elle chante une chanson de Jeanne Mona, parce que c'est à ça que ça le renvoie. Et tout le parcours sera fait avec ces phrases de Bois brûlé ou que sais-je. Je dis ça parce que quelqu'un m'a dit ça. Il y aura d'autres questions après? Parce qu'il est prêt pour... C'est-à-dire que là, tu nous as montré un catalogue avec beaucoup de textes qui accompagnaient les œuvres. Et alors ça aussi, ça va nous focaliser sur une interprétation possible si on lit ces textes. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger? Enfin, je ne sais pas. Les œuvres contemporaines sont souvent accompagnées de longues explications. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, de nous biaiser? Enfin, c'est une question bête. Hein. Mais non, mais je me dis que chacun aujourd'hui est libre de faire le trajet comme il veut. Et c'est ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est que ceux qui veulent lire, je vais te dire, aujourd'hui, quand je vais voir une expo, je ne prends pas les catalogues et je rentre de manière, je me dis, j'aurais aimé être totalement vierge de toute connaissance et puis vivre l'émotion. Pour pouvoir vivre l'émotion, parce qu'on est tellement nourri, et puis on est nourri de tous les oripeaux, des différents cercles que nous fréquentons, puisque je visite une expo, dans ma tête, j'ai l'artiste, mais j'ai la prof, j'ai celle qui a des projets à mettre en place avec ses étudiants, et donc quand je vais voir une expo, mon cerveau fonctionne. Et donc, cette espèce d'émotion qu'on pourrait avoir, qui te permettrait de vivre un moment magnifique, eh bien, je suis souvent énervée parce que je ne m'octroie pas ça. Et je me dis que si les gens qui visitent l'expo ont cette chance de pouvoir être dans un espace comme une bulle, et puis ils font une traversée, et puis il en sort ce qu'il en sort, pour moi, ça serait la quintessence de la quintessence. Mais le problème est que c'est rarement possible aujourd'hui, puisqu'on est traversé de plein de connaissances, de communication. Voilà, c'est ça le problème. Tu vois, si je comprends bien, Valérie, en fait, il faudrait exterminer les critiques d'art. Pas du tout. Ils ont leur job à faire aussi. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir ce que tu veux au moment T. Il est important d'analyser les œuvres. Il est important d'écrire sur l'œuvre. Donc, chacun a sa place. Mais si moi, aujourd'hui, j'ai envie de voir l'expo de tel jeune, je ne le connais pas, mais je découvre un monde devant moi.
Et c'est pour ça que j'aime bien aller à la découverte, pousser des portes. Quand je suis à Paris, je pousse des portes de galeries que je ne connais pas et je découvre. Et je suis dans l'émotion. Tu vois, je me nourris des choses. Mais après, effectivement, je vais lire ce qui est écrit dessus, puisqu'on ne se refait pas. Tu vois, je ne reste pas à ce stade-là. Mais c'est une sensation qui est formidable. Et que moi, j'intègre dans mon corps cette émotion-là. Parce que cette émotion-là que j'ai ressentie, elle va laisser des traces. Et ça, c'est important. Alors que quand je vais rentrer dans l'œuvre de manière très intellectuelle, c'est encore autre chose. Tu comprends? C'est encore autre chose qui vient rajouter à la couche. Donc, quand on aborde une œuvre, on peut l'aborder de plusieurs manières et faire 1001 rencontres parce qu'on sera dans des états différents. Et c'est ça, ce sont les états différents qu'il faut avoir. Tu vois, donc on peut aller rencontrer l'objet. Et il y a des gens qui me disent, j'ai vu la pièce, je me suis mise à pleurer. Par exemple, l'installation sur les migrants à Dakar. Eh bien, il y a des gens qui sont restés, mais presque 1 heure, et il y a des gens que j'ai trouvés en larmes devant la pièce. Parce que ça les renvoyait à leur propre histoire. Certains avaient fait le trajet de l'Afrique vers l'Europe en bateau. Ils en étaient revenus. Mais la pièce les a renvoyés à, et je dis ça, j'ai la chair de poule, et je voyais des gens importants devant moi. Mais cette personne-là était revenue à une émotion qu'il avait peut-être oubliée, qu'il avait laissée derrière lui. Et quand il est rentré dans cette pièce-là, ça lui a, voilà, il a eu comme une espèce de retour sur sa vie. Et ce monsieur me dit, mais c'est époustouflant, cette pièce-là me parle, tu n'es pas sénégalaise, mais cette pièce-là, c'est elle me parle. C'est la première fois que j'ai une émotion comme ça, et elle me raconte moi. Et quand j'ai fait cette pièce-là, c'était à la fois toutes les traversées. C'était les traversées, notre propre traversée, la première, mais c'était aussi un point d'actualité, puisqu'on venait de parler de combien de morts qui étaient dans... voilà. Et donc, quand j'ai fait la pièce, les deux choses se sont trouvées télescopées. Ça a fait un choc. Et pour cette pièce-là en particulier, j'ai spalmodié des choses sur le sol. Parce qu'il m'a semblé important que cette mer que je voulais faire, c'était vraiment comme une espèce c'est plus qu'une prière qu'il me fallait faire à tous ces gens-là. Et donc, j'ai écrit sur le sol, sur presque 6 mètres sur machin, ces mots qui m'appartiennent, qui sont des espèces d'artefacts de paroles. Et sur ça, j'ai gravé ça. Et je suis montée en bleu et j'ai installé cette pièce avec ces 2 masques très anciens qui prennent la place des humains et qui sont, pour le coup, avec les chemises, mais cravatés. Et le monsieur m'a dit, c'est exactement moi, les cravates là. C'est-à-dire, il avait fait le trajet pour ça. Quand il est quitté, qu'il a pris le bateau, il ne savait pas s'il allait revenir. Il en est revenu et la pièce l'a éclaboussé. Et moi-même, qui suis l'artiste, j'étais à 2000 lieues de faire cette rencontre-là. Et cette rencontre-là, elle m'a marqué, elle m'a vraiment marqué, elle m'a mise à mal. Et c'était la première fois que le travail monte. Je me dis, l'artiste, peut-être que c'est ça aussi. C'était ça aussi, parce que souvent les gens voient les pièces, mais une telle émotion, et puis que la personne soit touchée, mais vraiment au plus profond de lui-même. Et il vous raconte ça. Je dis, cette pièce-là, c'est ça. Donc il a ajouté son histoire à la pièce. Tu vois? Et ça, c'est important. Et ça se fait une fois dans tous les 1000 ans. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Dernière question. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous dites que dans votre pratique de la peinture, vous vous intéressez aussi à la musique, au cinéma, que vous avez un rapport particulier à M. Parsemin, qui, lui, est écrivain. C'est ça. Lors de votre présentation, je vous ai entendu utiliser le mot trace et lieu. Et ça me fait tilt. Pourquoi? Mais ce sont des mots utilisés par Édouard Glissant. Aussi, bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez alors de sa, je ne veux pas dire conception, disons de sa vision du beau, de la beauté
et de l'esthétique? Alors, compliqué là. Ah, pour lui, le beau a Non, mais bien tendance à sûr, être mais bon. fixe, alors que la beauté est déjà plus changeante. Qu'est-ce que Et c'est que... l'esthétique, alors? Alors, je vous dirai honnêtement, quand je rentre dans mon atelier, je me Oui, fais fi de tout ça. d'accord. Honnêtement, même si je lis, bien entendu, Glissant, tout ce qu'il dit par rapport justement à cette notion de territoire, d'étendue, à la notion du rhizome, à la notion d'errance. Le mot errance que j'emploie n'est pas anodin. À la notion de dérive et de drive, bien entendu, et à cette posture qu'il a même dans sa manière d'écrire, son travail même d'écrivain m'intéresse. Et c'est dans la manière qu'il a de mettre en mélange cette langue, de la tisser. Parce que j'estime que tous ces gens-là font un travail, nous faisons un travail similaire. Eux, c'est avec les mots et nous avec la matière. Mais tout à fait, oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, je pense à la question du beau? Puis qu'est-ce que le beau? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une belle œuvre? Alors, M. Dominique Berthet va nous faire un cours d'esthétique ou de sémantique, voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que la belle œuvre, vraiment, je ne me pose pas la question. Alors, le jour où j'ai senti que l'œuvre était belle, c'est quand j'ai fait la rencontre avec ce monsieur. Pour moi, l'œuvre était aboutie. Mais ça a duré la fraction de le moment de la rencontre. J'étais moi-même, là, la pièce a pris une dimension qui était au-delà de moi-même. Parce que ce monsieur m'a remis face à l'objet que j'avais créé. Pour moi, là, tout était aligné. La pièce était au Sénégal, elle était présentée et elle avait joué ce rôle-là. Une rencontre humaine, quelqu'un qui, face à l'objet, va jusqu'à pleurer et vous sort les mots, vous dit ça c'est ma vie. Vous avez mis l'objet là, cet objet-là, il me raconte. Pour moi, l'œuvre c'était la quintessence du beau, là, pour moi. Tout était aligné. Et qu'est-ce qu'était cette installation? Ce n'était qu'une série de chemises installées dans un espace. Effectivement, je n'avais pas choisi n'importe quelle chemise, je les avais trempées. Elles avaient vécu le rituel de l'indigo, etc. Elles avaient été cousues, adoubées avec tout un tas de petits objets, machin, posées sur cette espèce de sol que j'avais gravé, etc. Et en plus, les gens étaient invités à être sous ce banc des migrants et se photographier dans l'espace. Donc, il y avait tout un rituel que j'avais mis en place autour de cette pièce. Et le monsieur, quand il a fait le rituel, quand il en est sorti, eh bien, pour moi, l'œuvre était la quintessence du beau. Parce que tout était aligné, pour moi, pour dire le beau. Mais quelqu'un d'autre, voilà. Tu vois, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour moi, c'est ça. Et chacun doit faire sa part du voyage. Je crois que l'œuvre n'est terminée que quand elle a permis à chacun d'entre nous de faire ce voyage-là, d'être dépaysé face à l'objet. Je crois que c'est ça pour moi la quintessence de la beauté. Voilà. Très bien, merci beaucoup Valérie. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre conférence. Je ne vous dis pas encore de quoi il s'agira, c'est une surprise. Et on va donc reprendre le cycle de conférences maintenant, après ces périodes très compliquées de pandémie, de difficultés pour organiser des choses, se retrouver. Bon, là, on est dans une accalmie, profitons-en. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Merci.